Euh, Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir ou bonjour, selon là où vous vous trouvez. Bienvenue pour ce neuvième et dernier numéro de l'année de Focus sur la gestion de projet. Je commence d'abord par présenter les excuses pour ce léger retard dû à, à certains problèmes techniques. Et donc, euh, sans plus tarder, je vais juste vous dire qu'aujourd'hui, euh, nous allons donc faire le dernier webinaire de l'année, toujours avec notre formateur, André Cavoul. Bonsoir, André. Bonsoir Didier. Alors, comme d'habitude, vous savez, Focus sur la gestion de projet est un webinaire initié par le chapitre du PMI en RDC et à travers sa direction des affaires académiques. Et il se passe tous les derniers jeudis de l'année. Et donc, André, notre formateur, est, est, est aujourd'hui André, notre formateur, est le président du chapitre et c'est un formateur de longue date de plus de 15 ans d'expérience et qui accompagne les, les personnes qui aimeraient passer des certifications. Et rapidement, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vais, euh, je vais vous partager, je vais présenter le chapitre. Je vais présenter le chapitre, le PMI et le chapitre. Et pour ceux qui seront intéressés, comment est-ce qu'on devient membre du PMI et du chapitre. Et sans plus tarder, je partage mon écran. Alors, c'est quoi le PMI? Le PMI est la plus grande association, euh, et- le PMI est la plus grande association professionnelle dans le domaine de la gestion de projet. Et il a été créé en 1969 aux États-Unis. Et, et le PMI a mis en place des standards de gestion de projet. Ces standards répondent aux besoins et à l'évolution de l'industrie. Et après avoir mis en place ces standards de gestion de projet, elle, a, elle propose des certifications. Des certifications pour, pour tous les niveaux d'expérience. Et une certification, c'est au fait, euh, c'est lorsque une institution reconnaît un certain niveau de connaissance et de compétence dans un domaine. Et en ce qui concerne le PMI, il s'agit de la gestion de projet. Et voici le tableau des certifications. Sur la première ligne, nous avons les certifications qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle en gestion de projet, c'est-à-dire de 0 à 3%. Et donc, ces certifications sont orientées étudiants ou jeunes professionnels. Et parmi ces certifications, la plus reconnue, c'est le CAPM. Le CAPM qui ne nécessite aucune expérience professionnelle. Ensuite, nous avons sur la deuxième ligne, la ligne en bleu, les certifications qui nécessitent un minimum de 3 ans d'expérience. Il s'agit notamment de la certification PMP, qui est la certification la plus demandée et la plus reconnue au sein de, de l'industrie de gestion de projet. Et en dessous, nous avons des certifications qui demandent 8 ans d'expérience professionnelle, des certifications pour les seniors. Il s'agit de la gestion de programme et la gestion de portefeuille. Et enfin, nous avons des spécialisations, des multiples spécialisations qui, qui sont des certifications qui se focalisent sur un domaine de la gestion de projet ou bien qui se focalisent sur la gestion de projet dans un domaine précis. Et il s'agit de la ligne en violet.
Alors, très rapidement, euh, on- très rapidement, qu'est-ce qu'est le PMI? Le PMI, c'est aussi 33 chapitres, c'est 303 chapitres, pardon. Il s'agit des représentations du PMI au niveau local. Et c'est le nombre de chapitres par pays dépend aussi de la communauté. Et à travers le monde, nous avons 303 chapitres répandus, euh, répartis à travers 222 pays. Et depuis 2017, nous avons aussi un chapitre au niveau de la RDC. Et ce chapitre regroupe tout type de profils, des étudiants, des professionnels et autres. À ce jour, le chapitre compte environ 140 membres, environ 300 membres sympathisants et un peu moins d'une dizaine d'organisations partenaires. Et quels sont les avantages? Quels sont les avantages à être membre du PMI et membre du chapitre? Le premier avantage, c'est qu'on fait partie d'une communauté. Nous connaissons tous l'importance d'être membre d'une communauté, de faire partie d'un réseau à travers le monde. Et ce réseau à travers le monde s'étend sur 222 pays et à travers le monde et environ, comme on compte, 140 membres, 300 membres sympathisants et 10 organisations. Et donc, c'est un réseau non négligeable et il est difficile d'aller dans un pays sans trouver une communauté, sans trouver un chapitre du PMI installé. Le deuxième avantage pour les membres effectifs, c'est que les membres effectifs bénéficient gratuitement des ressources du PMI. Parmi les ressources, nous trouvons les ouvrages de référence. Nous avons dit que le PMI a mis en place des standards de gestion de projet. C'est ainsi qu'il y a des ouvrages de référence de gestion de projet qui sont accessibles gratuitement, du moins dans leur version soft, et qui sont accessibles gratuitement. Ensuite, nous avons des abonnements à diverses revues qui notamment traitent de l'entrepreneuriat ou de la gestion de projet, tels que Forbes, Harvard Business Review et autres. Ensuite, nous avons aussi accès à des articles et des webinaires tels que celui-ci. Et il y a plusieurs webinaires qui permettent d'approfondir ces connaissances en gestion de projet. Enfin, nous avons accès à des modèles de documents. Ces modèles de documents nous permettent de ne pas réinventer la roue, pardon, mais surtout, lorsqu'on se retrouve euh, mais surtout, ce sont des documents qui s'adaptent aux standards internationaux, car les standards de gestion de projet du PMI se sont imposés au niveau international. Le troisième avantage, pardon, c'est que nous avons des réductions au niveau des prix de certification et des événements. Il y a des événements payants, et il y a toujours un prix pour les membres et pour les non-membres. Nous avons des réductions au niveau des certifications. Par exemple, en ce qui concerne le PMP, qui est la certification la plus, la plus répandue, nous avons 555 $, elle coûte 555 $ pour les non-membres et 284 $ pour les membres. C'est pratiquement du simple au double. Et pour le CAPM, qui est la deuxième certification, celle qui est orientée étudiants ou jeunes professionnels, elle coûte 158 $ pour les membres et 210 $ pour les non-membres. Et donc, le dernier avantage, c'est un avantage qui concerne non seulement les membres, mais surtout les volontaires. Un volontaire, c'est une personne qui a décidé bénévolement de donner de son temps et de son expérience aux activités du chapitre. Tel que ce webinaire, c'est un webinaire qui est organisé et animé par des volontaires du chapitre. Mais le volontariat permet d'acquérir de l'expérience, d'apprendre, d'acquérir de l'expérience, et cette expérience peut être valorisée sur son CV, sur son compte LinkedIn. Comment est-ce qu'on devient membre? Il y a des membres effectifs et les membres sympathisants. Pour ceux qui sont des membres effectifs,
comme toute association professionnelle, toute association professionnelle vit des cotisations de ses membres et donc il faut donner une cotisation annuelle au PMI. Il y a l'adhésion au PMI et l'adhésion au chapitre. En ce qui concerne les étudiants, cette adhésion revient à 17 dollars, à savoir 12 dollars pour l'adhésion au PMI et 5 dollars pour l'adhésion au chapitre du PMI en RDC. Et pour les professionnels, on estime que les professionnels gagnent un peu plus d'argent. Il s'agit de 129 dollars, à savoir 99 dollars pour l'adhésion au PMI, 20 dollars pour l'adhésion au chapitre et 10 dollars pour les frais administratifs qui ne sont payables que lors de la première adhésion. Et la deuxième condition pour être membre effectif ou sympathisant ou volontaire, c'est qu'on s'engage à respecter le code d'éthique du PMI. Et on sait que le PMI est une organisation qui repose sur des valeurs. Et donc, quand on devient membre, on s'engage à respecter ce code d'éthique. Et enfin, on finit avec les statistiques. Et pour le mois de novembre, nous comptons un peu plus de 700 000 membres effectifs du PMI à travers le monde. Comme je l'ai dit, répartis sur 222 pays et territoires. Mais en termes de certifiés, pour ce qui est du PMP, on trouve à travers le monde environ 1 462 000 certifiés PMP et un peu plus de 69 000 certifiés CAPM. Et en RDC, nous ne comptons qu'un peu moins d'une cinquantaine de personnes certifiées à travers le pays. Et pour un pays de 100 millions d'habitants, ça reste vraiment très bas. Enfin, rapidement, pour ceux qui ont besoin de nous contacter, voici les contacts du PMI, le numéro, le site du PMI où tout se fait, le paiement des adhésions, le paiement pour les certifications, tout se fait sur la plateforme du PMI. Il y a des contacts pour le chapitre pour avoir un peu plus d'informations. C'est bon, j'ai fini rapidement avec ma présentation. Et donc, euh, Et donc là, je vais donner la parole à André. Juste un petit rappel, juste un petit rappel, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez utiliser le menu questions-réponses ou le chat quand il sera activé tout à l'heure. Merci à tous et merci encore d'avoir patienté malgré le retard. André, tu as la parole. Merci Didier. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. À la fin du webinaire d'aujourd'hui, nous allons avoir une idée sur comment nous pouvons surveiller les dépenses dans un projet. Nous allons aussi voir comment nous pouvons analyser et évaluer les dépenses. Et enfin, nous allons voir comment nous pourrons appliquer des actions correctives ou des actions préventives. Aussi, on va voir comment on peut adapter les dépenses d'un projet, comment on peut replanifier. Euh, bon, le numéro d'aujourd'hui sera en deux parties aussi. Donc, nous allons démarrer une partie sur le suivi des dépenses, sur le suivi des coûts, sur le contrôle des coûts, et nous allons le terminer au numéro prochain. C'est-à-dire que c'est important pour vous de, de rester connecté avec nous pour pouvoir voir la suite aussi lors du numéro prochain. Avant de commencer, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore,
Je suis l'actuel président du chapitre. Je suis ingénieur informaticien à l'USAID et je suis aussi consultant en gestion de projet. Je suis certifié PMP. Ça fait 7 ans que je suis certifié PMP. Ça fait 18 ans que je travaille dans la gestion des projets. Ça fait bientôt 13 ans. Ça fera bientôt 13 ans que je travaille comme chef de projet. Et, et plus de 45 projets gérés de plus de tailles différentes. Donc, des petits aux grands projets. Nous allons d'abord rappeler, comme il est de coutume, parce qu'il y a des gens qui nous joignent pour la première fois. Nous allons d'abord rappeler ce qu'est un projet. Nous allons aussi parler du numéro précédent. Nous allons aussi rappeler le cycle de vie de la gestion des coûts pour nous permettre de nous situer dans ce dont on est en train de parler, parce que ça, c'est le quatrième numéro où nous parlons de la gestion des coûts. Nous allons parler aussi de la pyramide de connaissances. On va en parler une fois qu'on y arrive. C'est un concept qu'utilise aussi PMI dans ce qui est des contrôles et de suivi. On va parler de la surveillance et du contrôle des coûts. Donc, pour ces numéros, nous allons nous limiter à ça, vu le peu de temps que nous avons. Nous allons aborder des aspects beaucoup plus détaillés au numéro prochain, des techniques très utilisées dans le contrôle des coûts d'un projet. Donc, pour ce qui est des projets, euh, un projet, selon le PMBOK, c'est une initiative temporaire dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. On rappelle que le projet est temporaire, c'est-à-dire qu'il a un début qui est connu et il a une fin qui est connue. Si il y a, si la fin n'est pas connue, si on ne sait pas préciser, si c'est un travail indéfini, on ne parlera plus de projet, on parlera des opérations. Donc, un projet doit être temporaire, doit avoir un début connu, c'est-à-dire une date de début, et une fin connue, c'est-à-dire une date de fin. Et ce projet doit produire un résultat. Ça peut être un produit, ça peut être donc quelque chose d'utilisable. Cette chose d'utilisable peut être tangible, donc je peux toucher, ça peut être une table, ça peut être un véhicule, ça peut être une maison. Cette chose peut aussi ne pas être tangible. Je peux ne pas toucher. Ça peut être une loi. On parle toujours de projet de loi. Ça peut être une loi. Ça peut être un logiciel. On ne peut pas toucher ça, mais on peut l'utiliser quand même. Ça reste un produit. Ça peut être aussi un service. Le projet peut être d'assainir une ville, d'assainir une commune. Et assainir, ce n'est pas un produit, c'est un service qu'on est en train de rendre. Tout comme ça peut ni être un produit, ni être un service, mais tout autre résultat de toute nature. Wikipédia donne aussi une autre façon de définir le projet qui ne va pas à l'encontre de ce que le PMBOK dit, parce que Wikipédia parle d'un ensemble finalisé d'activités et d'actions entreprises dans le but de répondre à un besoin défini. Donc, initiative temporaire. Initiative, c'est l'ensemble finalisé d'activités et d'actions. L'initiative, c'est un ensemble d'activités. Et Wikipédia parle aussi de répondre dans des délais fixés. Donc, il y a toujours cette notion de temporaire. Wikipédia seulement ajoute quelque chose d'important. On répond à un besoin défini. On ne fait pas un projet dans le vide. On répond à un besoin. Et ce besoin, on y répond dans la limite d'un budget. On a parlé à la séance dernière des budgets, comment est-ce qu'on pouvait élaborer les budgets.
Pour ceux qui n'ont pas suivi la séance précédente, prière, prière de vous connecter sur notre chaîne YouTube. Nous avons partagé tous les numéros de focus là-bas. Prince2, qui est une méthode très répandue aussi, comme, le PMBOK du PMI, qui est un standard très répandu. Prince2 nous dit que c'est une organisation temporaire. On voit encore que le mot temporaire revient. Et cette organisation temporaire est créée en vue de livrer un ou plusieurs produits d'entreprise. La particularité de Prince2 est que c'est plus orienté pour entreprises et organisations, alors que avec le standard PMBOK, on peut l'appliquer à n'importe quel type de projet, dans n'importe quel environnement. On n'a pas besoin d'être dans une entreprise, on peut être dans le libéral, on peut l'appliquer même quand on construit notre propre maison. Et PMBOK parle d'un effort unique et transitoire, entrepris pour provoquer un changement. Et PMBOK évoque quelque chose de nouveau. Pour EPMBOK, un projet provoque un changement, et c'est vrai, un projet provoque un changement. Euh, en, euh, En 2019, depuis 2019, PMI présente les chefs de projet comme étant des faiseurs de changement. Euh, PMI dit ça en anglais, We are change makers. Donc, les chefs de projet sont des faiseurs de changement parce que les produits, les services que nous apportons, les produits, les services que nous apportons sont, viennent changer l'environnement dans lequel nous les apportons. Quand je veux construire ma maison, j'apporte un changement. J'apporte un changement déjà dans ma façon de vivre, c'est-à-dire que je ne serai plus locataire, j'aurai maintenant une maison, c'est-à-dire que je vais changer de lieu d'habitation. Donc, j'apporte un certain nombre de changements dans ma façon de vivre. Le projet se fait donc pendant une période déterminée. C'est un travail qui se fait pendant une période déterminée. On ne passe pas tout notre temps on ne passe pas tout notre temps dans un projet. Il y a des projets qui peuvent durer des années, hein, qui peuvent durer 10 ans, 20 ans, voire même 50 ans, mais on sait que ça va prendre fin à une date précise. Des exemples de projets, la construction des seaux de moutons, la recherche de vaccins, c'est aussi un exemple de projet. Assainissement de la ville, j'en ai parlé. Construire une maison classique. Même organiser un mariage, c'est un projet. Un voyage, organiser un voyage, c'est un projet. L'étude de faisabilité aussi, c'est un projet. Organiser un concert de musique, c'est un projet. Et les élections dans lesquelles nous vivons en ce moment, c'est aussi un projet. Aussi, la création d'une charte graphique, c'est un projet. Pourquoi on a des projets? Dans les entreprises, on a des projets parce que l'entreprise doit être dynamique. Nous devons rendre notre entreprise dynamique. Comme notre entreprise doit changer, doit s'adapter par rapport à son environnement, il y a des changements qu'on va faire dans notre entreprise. On a dit que les projets provoquaient un changement. C'est-à-dire que pour faire ce changement-là, il faut un travail temporaire qui va provoquer le changement. Pour faire face à la concurrence, on a besoin des projets. Nous avons notre entreprise, nous fournissons une certaine catégorie de services. Il y a un autre concurrent qui lui aussi fournit une certaine catégorie, qui fournit la même catégorie de services. Avec ça, ce concurrent fait que nous puissions perdre déjà une partie de la clientèle. Et si ce concurrent apporte des produits nouveaux, nous risquons de perdre plus que nous ne devrions. Alors, pour arriver à résoudre cela, on doit aussi proposer des nouveaux produits, on doit proposer des nouveaux services. Pour mettre en place ces nouveaux produits, ces nouveaux services, il faut des projets.
Les projets nous permettent de contrôler les dépenses et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les projets nous permettent de contrôler nos activités en entreprise parce que nous savons que nous avons un timing précis pour nos activités. On ne doit pas, on ne va pas laisser nos activités traîner sans suivi, sans être fait, parce que si on ne le fait pas, on se met en retard. Ce qui fait que ça facilite le travail, ça permet de faire le travail à temps. Pour le secteur libéral, j'ai besoin de projets pour apporter de nouveaux produits dans la société. Dans mon quartier, dans mon environnement, peut-être que on a besoin d'une alimentation dans le quartier, peut-être qu'on a besoin d'électricité, d'éclairer une partie de la route où j'occupe avec ma parcelle. Donc, les projets viennent apporter de nouveaux produits. Apporter de nouveaux produits dans la société, c'est résoudre des problèmes de la société parce que la société, notre environnement, nous vivons dans un monde où nous sommes des consommateurs. Nous avons besoin des produits pour nous sentir épanouis. Alors, plus on apporte des produits utiles, plus on facilite la vie et le bien-être des personnes. Les projets viennent répondre, les projets viennent répondre aux besoins de la société. Un peu comme ce que je viens de dire pour les nouveaux produits. La société a des besoins. Les gens ont besoin de beaucoup de choses, surtout dans notre pays. On a besoin de beaucoup de choses, on manque beaucoup de choses. Euh, on, on a besoin, on a besoin d'être capable de payer certains produits, on a besoin d'être capable d'utiliser certains endroits, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin des lieux de divertissement, on a besoin de bibliothèques, on a besoin, il manque beaucoup de choses. On peut, par initiative personnelle, lancer des projets pour répondre à ces besoins-là, pour avoir des réalisations plutôt que des idées. Nous avons beaucoup d'idées, nous pensons à beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pensons à beaucoup de choses à beaucoup de choses qui peuvent aider tout le monde, qui peuvent aider notre entourage, qui peuvent aider notre environnement. Mais malheureusement, ça se limite aux pensées, ça se limite aux idées. Nous avons besoin de réaliser nos idées. Dans le secteur public, les projets stimulent et participent au développement. Plus on réalise des projets, plus on participe au développement. Nous avons tous vu les récentes inaugurations à Kinshasa du centre financier, de l'hôpital Mama Emo et de l'UPEN, de l'université. Ça participe au développement. Avoir une université rénovée avec des salles convenables pour les étudiants, ça participe au développement, ça permet aux étudiants de mieux apprendre, d'avoir un cadre beaucoup plus approprié. L'hôpital Mama Emo, ça permet à tous les potentiels patients d'aller se faire soigner comme il se doit, dans de bonnes conditions. Donc, tout cela participe au développement. Pour répondre à des besoins collectifs, il y a des besoins qui préoccupent une plus grande population. Ça peut être toute une ville, ça peut être toute une commune, ça peut être toute une province. Les projets viennent répondre à ces besoins-là. Et enfin, pour rentabiliser les contributions de la population. La population est, est en train de contribuer. Elle paye des taxes et des impôts. Elle ne paye pas pour rien. Elle paye aussi pour qu'on améliore son bien-être, pour qu'elle sente que les choses avancent bien pour elle. Donc, réaliser des projets dans le secteur public
met la population en confiance, la population n'a pas l'impression d'être tracassée, n'a pas l'impression qu'on est en train de, de lui soutirer de l'argent, qu'on est en train de la mettre dans une situation inconfortable en contribuant. Il y a quoi dans un projet? Un projet est constitué d'un but précis. Ce but précis présente les résultats ou tout ce qui est souhaité dans le projet. Un projet est constitué d'un échéancier. L'échéancier nous montre quand est-ce que chaque résultat sera obtenu dans le projet, quand est-ce que chaque travaux sera réalisé dans le projet. Un projet possède également des ressources. Le projet possède des ressources humaines. Ce sont les personnes qui vont réaliser le travail. Des ressources financières, ce sont les moyens dont on a besoin pour acquérir tous ceux qui vont nous permettre de réaliser le travail. Des ressources matérielles, c'est le matériel qui va nous permettre, ce sont les moyens qui vont nous permettre de réaliser le travail. Il y a aussi une structure de pilotage, c'est-à-dire une équipe stratégique qui prend des décisions, qui donne des orientations stratégiques sur la manière dont nous devons conduire le projet. Un projet possède aussi des parties prenantes. Les parties prenantes ont une influence sur le déroulement du projet. L'influence peut être directe ou indirecte. Nous nous intéressons pour l'instant aux ressources financières dans les numéros que nous sommes en train de voir pour l'instant. Donc là, c'était pour rappeler sur les projets. Pour rappeler sur les cycles de vie des coûts, on avait présenté 4 phases pour gérer les coûts. L'estimation des coûts dont nous avons déjà parlé. Quand vous accédez sur YouTube, je pense depuis le 5e ou le 6e numéro que nous parlons, c'était le 6e numéro que nous avons parlé d'estimation des coûts. 6e et 7e numéro, je pense. La préparation du budget dont nous avons parlé dans le numéro précédent. Le contrôle des coûts, nous allons en parler aujourd'hui. Et nous allons au fait parler pratiquement de la 3e et de la 4e phase. Mais aujourd'hui, on va d'abord présenter le contrôle des coûts et nous allons parler des techniques spéciales d'analyse dans le numéro prochain. Donc, voici les 4 phases principales que nous utilisons dans les projets pour gérer nos coûts. Dans la phase de planification, nous avions parlé de l'estimation des coûts. Donc, on a vu qu'il fallait définir des métriques pour mesurer nos coûts. Il fallait estimer les coûts des ressources, il fallait estimer le coût de la qualité, il fallait estimer les coûts de gestion des risques et il fallait estimer les coûts du travail. Ensuite, nous avons parlé de la préparation du budget. On a vu qu'il y avait plusieurs rubriques qu'on pouvait créer dans un budget et on a vu qu'il fallait consolider les coûts des tâches de chaque activité, parce que chaque tâche a un coût. Il y a des ressources humaines qui doivent travailler. Ces ressources humaines ont un coût. Il y a du matériel qui sera utilisé. Ce matériel a un coût. Alors, tous ces coûts-là, il fallait les consolider pour nous permettre pour nous permettre de créer un budget. Et après avoir consolidé ces coûts, après les avoir catégorisés, il fallait considérer aussi
des aspects acquisition. Il y a le transport, la logistique, il y a les taxes à payer, il y a des permis à payer, il y a des locations d'entrepôts, il y a des dédouanements. Donc, il y a tout cet aspect de frais à payer. Euh, et après avoir parlé du budget, nous avions parlé de l'acquisition des ressources financières. Comment se passe l'acquisition des ressources financières? Il y a des projets dans lesquels l'acquisition se fait avant le projet. Il y a des projets dans lesquels l'acquisition se fait pendant le projet. Ça peut être une acquisition totale des ressources financières. Ça peut être partiel. On vous donne les ressources financières mois après mois. Donc, tout dépend du type de projet dans lequel on évolue. Et on devait valider le budget parce que le budget doit correspondre aux ressources financières. C'est-à-dire qu'on peut avoir estimé comme coût du projet 500 000 dollars, mais comme ressources financières, nous n'avons que 300 000. Le budget n'ira pas au-delà de 300 000. Enfin, il y aura des opérations financières et comptables qui doivent se passer pour permettre à ce que l'argent, les fonds soient disponibles pour le projet. Ces opérations financières font que vous ayez ces fonds-là à votre disposition pour pouvoir réaliser le projet. Ensuite, les phases de réalisation, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, euh, voilà pour le rappel de ce qu'on a déjà vu. Donc, sans plus tarder, on va parler maintenant du contrôle des coûts. Avant de démarrer le contrôle des coûts, nous allons parler de la pyramide de la connaissance. Euh, En anglais, on appelle ça Cognitive Knowledge Pyramid, je pense. En quoi consiste la pyramide de connaissances? La pyramide de connaissances est appelée aussi pyramide d'X en français ou DIKW en anglais. C'est-à-dire qu'il y a quatre phases de prise de connaissance d'une situation. Ces quatre phases sont les données, donc la collecte des données, les informations, la constitution des informations, la connaissance, l'acquisition de la connaissance et la sagesse. En anglais, c'est data, information, knowledge, wisdom. Vous pouvez chercher sur Google pour avoir de plus amples informations là-dessus. Donc, dans la phase des données, c'est la phase pendant laquelle on récolte les données par rapport aux observations. Pourquoi on parle de ça? On parle de ça parce que dans toute situation, dans tout travail, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de savoir ce qui se fait. Nous avons besoin de savoir ce qui se fait. Nous avons besoin de savoir comment ça se fait. Nous avons besoin de prendre des décisions face à ce qui se fait. Pour arriver à faire ça, naturellement, on passe par ces quatre phases. C'est-à-dire que pour savoir ce qui se fait, il faut qu'il y ait une récolte des données par rapport aux observations. Quand on a récolté ces données, on doit les organiser. On doit les organiser pour que ces données aient un sens. Et quand ces données ont un sens, ils deviennent informations. Une fois qu'on a les informations, on doit maintenant les synthétiser pour que ces informations deviennent une connaissance qu'on a acquise. Et une fois qu'on a cette connaissance, on peut maintenant prendre les décisions, on peut maintenant donner des orientations, on peut maintenant faire des actions. La phase de maîtrise, donc la phase de contrôle et suivi, surveillance et contrôle. Tout ce qui est surveillance et contrôle en gestion des projets
repose sur le principe de cette pyramide. Récolte des données, constitution des informations, synthétiser l'information, prise de décision ou diffusion de l'information. Donc, c'est sur ce principe que repose la phase de... donc, tout ce qui est contrôle suivi des coûts, ainsi de suite. Et cette pyramide s'est répandue depuis les années 80. C'est un géographe sino-japonais qui était parmi, disons, ça existait depuis longtemps, mais la pratique s'est vraiment répandue dans les années 80 à partir de ce géographe, et puis d'autres professionnels ont commencé à l'utiliser. Et vous allez voir, quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est dans les 4 coins du monde qu'on a commencé à utiliser cette pyramide pour pour faire une prise de connaissance. Donc, voilà comment se présente la pyramide. C'est-à-dire que les données, on collecte les données, on ne réfléchit pas, on n'interprète pas, on collecte seulement. L'information, on commence à contextualiser, on commence à organiser les données. La connaissance, on commence à formaliser les données. Donc, plus on monte, plus ce qui a été collecté au départ commence à prendre un sens. Donc, voilà la pyramide de connaissances, mais on parle en détail de chaque phase de cette pyramide. Donc, dans la collecte des données, on fait une collecte brute des données. On n'interprète pas les données, on ne transforme pas les données. Dans vos projets, quand vous devez faire la collecte des données, là, nous sommes en train de parler des coûts. La collecte des données sur les coûts, par exemple, elle se fait souvent par les équipes des comptables, par les financiers, la direction financière, ainsi de suite. Cette équipe, quand quand elle fait la collecte des données, elle ne réfléchit pas. Et les comptables ne cherchent pas à savoir si ça, c'était pour acheter tel matériel, ça, c'était pour payer tel service. Non, non. Tout entre dans le journal. Ça entre comme une transaction financière. C'est un peu comme à la banque quand vous faites des transactions financières. Vous recevez toutes les transactions financières telles qu'elles sont. C'est à vous de maintenant organiser ces transactions financières pour comprendre que ici, c'était le salaire. Ici, c'était les dépenses pour la construction. Ici, c'était les dépenses pour les études. Ici, c'est comme ça. Donc, la collecte, elle est brute. On n'interprète pas, on ne transforme pas. On prend quoi quand on fait la collecte des données? On prend tout ce qui représente la réalité, tout ce qui est nécessaire pour le projet. C'est-à-dire que si mon projet est de construire une maison, je vais prendre toutes les informations qui sont nécessaires pour la construction de la maison. Je vais prendre toutes les données qui sont nécessaires pour la construction de la maison. Combien de mètres on a fait aujourd'hui pour la fondation? C'est quoi la quantité de moellons qu'on a utilisé pour la fondation? C'est quoi la quantité de ciment qu'on a utilisé pour la fondation? On a dépensé combien pour la fondation? Je ne vais pas prendre des informations du genre euh, combien j'ai payé pour combien j'ai payé pour mon rendez-vous au restaurant avec un partenaire. Ça n'a rien à voir avec la construction de la maison. Cette information-là n'est pas nécessaire. Donc, je prends toutes les informations qui représentent la réalité. Alors, toutes les informations qui représentent la réalité. Parce que plus vous collectez des données, plus vous aurez la situation exacte de votre projet. Comment peut se faire la collecte des données? Ça peut être en visitant les lieux de réalisation du projet. Si le projet se réalise à un endroit qui n'est pas l'endroit où vous trouvez, soit vous, soit votre équipe projet, parce que c'est vous ou votre équipe projet qui allez faire la collecte des données. Donc, vous pouvez collecter les données soit en visitant les lieux de réalisation,
Soit les ressources humaines qui travaillent dans votre projet peuvent faire un retour d'information, ils peuvent vous informer, ils peuvent vous dire, voilà le travail que nous avons fait. Vous pouvez aussi récupérer les données de manière automatique en utilisant des capteurs numériques, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de faire la collecte des données. Pour la collecte des données financières, on utilise souvent, à notre époque actuelle, nous, on commence à beaucoup utiliser les systèmes informatisés. Donc, on fait la récupération automatisée des données, mais aussi on capture toutes les transactions qui se passent entre nous, toutes les transactions financières qui se passent entre nous. Un exemple de données qu'on peut collecter, le pourcentage du travail physique réalisé. On a fait combien de pourcents? Ce sont des données qu'on peut collecter. Des mesures de performance technique. Ce sont des données qu'on peut collecter. Là, j'ai parlé par exemple de combien de mètres de fondation. Ce sont des mesures de performance technique parce que c'est technique par rapport à la construction. Les dates de début et de fin des travaux. Ce sont aussi des données qu'on peut collecter. Les données, ce n'est pas seulement ce qui est détaillé, ce qui est brut. Ça peut être aussi quelque chose de très général, de très global. Donc, ça peut être, j'ai commencé le travail tel jour, j'ai fini tel jour. On peut aussi collecter le nombre de défauts ou de non-conformités. Ce sont aussi des données qu'on peut collecter. Donc, tout ça sont des données. On peut aussi collecter les dépenses réelles. On a dépensé combien pour faire réaliser la tâche? Euh, Ça nous a pris combien de temps de réaliser la tâche? Donc, tout ça, ce sont des données qu'on peut collecter. Et comme je l'ai dit, c'est une collecte brute des données. Donc, on ne réfléchit pas, on collecte seulement, on constate que c'est ça qu'on a comme situation et on collecte les données. Maintenant qu'on a collecté les données, on doit les organiser. On doit les structurer. Comment est-ce qu'on va les structurer? Ça dépend du projet dans lequel on est. Ça peut être par nature des livrables qu'on peut structurer nos données. Donc, les données qu'on a correspondent à tel livrable. Telle donnée correspond à tel livrable. C'est-à-dire que les données que j'ai collectées sur le nombre de moellons qu'on a mis dans la fondation, le nombre de mètres qu'on a fait sur la fondation, ces données-là correspondent à la progression de la fondation. Quand je suis dans la construction des routes, euh, le nombre d'arbres terrassés, le nombre ou la superficie terrassée, ça correspond au livrable terrassement. Donc, on peut catégoriser et structurer nos données comme ça. Ça peut être aussi par la nature du travail effectué. Ce sont peut-être des données comptables, financières. Ce sont peut-être des données sur le travail, sur les activités. Ça peut être aussi des données sur les risques. Ça peut être des données sur la qualité. Donc, ça peut être aussi la nature du travail effectué. On peut aussi structurer nos données par type de ressources. Peut-être qu'on parle des ressources financières, peut-être qu'on parle des ressources matérielles, on parle des ressources humaines. Donc, nous pouvons structurer nos données de cette manière-là aussi. Ça peut être aussi par élément du WBS. Bon, on n'a plus besoin d'expliquer le WBS. Suivez peut-être, c'est le cinquième numéro, quatrième ou cinquième numéro, où nous avions parlé de l'échéancier. Donc, on avait parlé du périmètre. Donc, troisième, quatrième, cinquième numéro. On a parlé du périmètre du projet. On a parlé de l'échéancier. Là, on a présenté le WBS, qui est la décomposition du travail. Donc, on peut structurer aussi par élément du WBS les différentes données que nous avons récoltées. Structurer les données nous permet de prendre plus connaissance de la situation en cours. Ça nous permet de savoir quel élément vient d'évoluer, quel élément a plus de progression, quel élément, quel élément avance.
quel élément a du retard. Donc, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on avance, où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce qu'on a des retards. Ça répond aux questions qui, quoi, nos questions habituelles, qui, quoi, quand, où, comment. Et les réponses à ces questions sont dans les données. Un exemple d'information qui concerne les coûts. On va par exemple séparer les dépenses des entrées parce que toutes les transactions se retrouvent au même endroit. Les données sont prises de façon brute. Mais maintenant, on va analyser ces données en fonction de ce qu'on a récolté comme données. On saura que ceci est une dépense, ceci est une entrée. On va, par exemple, séparer les dépenses liées au matériel des dépenses liées aux services. Je ne sais pas pour ceux parmi les participants qui ont déjà eu à gérer des projets dans les organisations. Quand vous gérez les projets dans les organisations, pour certaines organisations, les transactions financières vous sont fournies par le département des finances. Donc, les comptables tirent pour vous, vous leur donnez juste le code budgétaire du projet. Ils tirent pour vous toutes les transactions liées à ce code budgétaire. Les transactions viennent en brut. C'est à vous maintenant de voir que, OK, ces transactions, les 10 premières transactions correspondent à tel matériel. Les 10 transactions suivantes correspondent au service. Les transactions suivantes, ainsi de suite. Donc, c'est vous maintenant qui commencez à classer ces, ces transactions afin de vous permettre de comprendre comment est-ce que vous avez consommé, vous êtes en train de consommer votre budget. Donc là, c'était pour parler des informations. La connaissance, c'est un concept difficile à standardiser parce que ça dépend vraiment des projets. Ce qui peut être considéré comme connaissance dans un projet passera pour une information dans un autre. Mais en gros, ce qu'on peut dire de la connaissance, c'est la synthétisation de l'information. On veut contextualiser encore plus l'information. Donc, on présente l'information de manière à ce que les parties prenantes puissent prendre connaissance de la situation. C'est-à-dire que la connaissance se présente auprès des parties prenantes de manière à ce qu'ils soient capables de prendre des décisions. Parce que la prise de décision est un aspect important. Pour arriver à prendre les bonnes décisions, il faut que les personnes qui vont prendre la décision puissent avoir la bonne information, puissent avoir le bon savoir. Actuellement, le domaine du business intelligence. Le business intelligence, c'est le domaine où on génère des rapports d'aide à la prise de décision à partir des données brutes. C'est très répandu et très utilisé actuellement. Le business intelligence facilite justement la prise de décision. Un exemple de ce qu'on peut considérer comme connaissance avec les coûts, c'est par exemple une information comme les dépenses sont plus grandes que les recettes. Là, on commence à aller maintenant dans l'interprétation de l'information. On donne un sens à l'information. On n'avait fait que récolter des données. On a classé les dépenses d'un côté, on a classé les recettes d'un côté. Et maintenant, la connaissance, c'est quoi? Nous dépensons plus que nous ne faisons entrer l'argent. Ça nous permet de prendre des décisions parce qu'on sait dans quelle situation nous sommes. 80% des dépenses prévues pour le matériel est déjà effectué. Donc, là, on donne vraiment un plus grand sens à l'information. Enfin, la sagesse. La sagesse, c'est l'étape de prise de décision, c'est l'étape d'appréciation, c'est l'étape de compréhension évaluée. Nous avons plus d'informations, nous avons la connaissance, donc la prise de décision devient plus facile.
Prendre des décisions, c'est faire un choix. Nous allons en parler en détail dans les prochains numéros, parce que la prise de décision est une étape cruciale et est une activité cruciale en gestion des projets. C'est une activité cruciale pour un décideur, pour quelqu'un qui doit orienter des activités à faire. Donc, nous allons en parler en détail pour essayer de, de capitaliser et de rendre nos décisions efficaces. Les meilleures décisions font avancer un projet. Les meilleures décisions améliorent un projet. Les meilleures décisions facilitent l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre des mauvaises décisions. Vous pouvez aussi prendre des mauvaises décisions. Je viens de voir une question où on demande de revenir rapidement sur la connaissance. La connaissance, comme je l'ai dit, c'est contextualiser encore plus l'information. C'est donner un sens à l'information. C'est donner un sens à l'information. L'information, telle que je vous ai donné l'exemple dans les finances, dans la gestion des coûts. Les données, c'est quoi? Ce sont les transactions financières. Vous avez juste récupéré toutes les transactions financières. Vous avez peut-être tiré même, ça peut-être que vous avez aussi au lieu d'avoir un code budgétaire dans le libéral, peut-être que vous avez un compte dans lequel vous avez reçu tous les fonds. Toutes les transactions financières sont renseignées dans les relevés de compte. Vous voyez même les relevés de compte que vous recevez de la banque. La banque ne vous dit pas, ici, ce que vous avez sorti, c'est dans la catégorie, c'est dans la catégorie recettes, c'est dans la catégorie dépenses. Et ici, ce que vous avez sorti, c'est pour tel matériel. Ici, c'est pour tel matériel. La banque vous donne juste du brut. Maintenant, au niveau de l'information, c'est vous qui commencez à classer. Vous vous dites, ça, ce sont les dépenses. Ça, ce sont mes entrées. Ou bien, ça, c'est pour la construction de la maison. Ça, c'est pour la construction de la boutique. Ça, c'est pour l'amélioration de la route. La connaissance, c'est maintenant l'interprétation. Vous commencez à interpréter les informations que vous avez eues. Les informations que vous avez eues vous permettent de savoir la situation dans laquelle vous êtes. L'interprétation peut être, par exemple, je dépense plus que je ne fais entrer de l'argent. Donc, je suis dans le rouge. L'information, la connaissance, ça peut être aussi, la boutique me coûte plus cher que la maison. Donc, voici l'information et la connaissance. C'est l'interprétation de l'information. Donc, on est arrivé à un niveau où on a une idée de la situation dans laquelle nous sommes. On connaît, on comprend la situation dans laquelle nous sommes. Et maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de prendre des décisions. C'est de prendre des décisions. euh, c'est de prendre des décisions. Ah, OK. Pour une photo. Euh, OK. Un instant que je revienne alors dessus. Voilà. Donc, c'est euh, euh, ce qu'on a acquis de la connaissance, c'est pour nous permettre de prendre des décisions. Donc, voilà. Donc, pour poursuivre, dans la réalité, beaucoup de décisions sont difficiles à prendre. Beaucoup de décisions sont difficiles à prendre. Il y a des décisions pour lesquelles on a beaucoup d'incertitudes, on a beaucoup d'ambiguïté, on ne sait pas les prendre. Pour arriver à prendre une décision, pour arriver à bien prendre une décision, il nous faut arriver à apprécier la situation dans laquelle nous sommes. Il nous faut arriver à faire un jugement, à émettre un jugement. Ce jugement, c'est quoi? Il est obtenu par quoi? Par la connaissance. C'est la connaissance acquise dans la troisième phase qui nous permet de prendre des décisions.
Par exemple, on peut décider de réduire les dépenses. À cause de la connaissance qu'on a acquis, on peut décider de réduire les dépenses. On peut décider de ne plus acquérir des ressources. Donc, voilà un peu les 4 phases d'X. On collecte les données, on structure les données, on contextualise et on entreprend une action, une décision par rapport à ce qu'on a collecté comme données. Et la phase, tout ce qui est contrôle, suivi, repose sur ces 4 phases. Voilà pourquoi j'en parle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons parler de contrôle et suivi, nous allons commencer à systématiquement essayer d'identifier la phase de collecte des données. Qu'est-ce qu'on collecte comme données pour ce genre de domaine de performance? Donc, quand on va parler, par exemple, de contrôle des activités, quand on va parler de contrôle des risques, quand on va parler de contrôle des ressources, qu'est-ce qu'on peut collecter comme données? Qu'est-ce qu'on peut rassembler comme information? Qu'est-ce qu'on peut contextualiser pour avoir la connaissance et quel type de décision, quel type d'action peuvent être prises comme, par rapport à ce que nous avons constaté. La surveillance des coûts, c'est quoi qu'on entend par surveiller? Surveiller en gestion de projet implique les activités suivantes. On en a parlé dans les DIX, donc maintenant qu'on a compris ce contexte-là, on peut parler de la suite. Enregistrer et rassembler les données de performance. Produire des mesures de performance. Générer les informations du projet. Disséminer les rapports de performance du projet. Donc, surveiller, c'est regarder. On veut prendre connaissance de ce qui se fait. C'est ça, surveiller. On a besoin de prendre connaissance de ce qui se fait dans le projet. On est à quel niveau dans notre projet? C'est important de surveiller un projet. On doit savoir à quel niveau nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qui se passe dans le projet? On doit garder un œil là-dessus. Surveiller les coûts, c'est avoir un œil sur les dépenses effectuées dans un projet. L'argent ne doit pas sortir n'importe comment et nous ne savons pas comment l'argent sort. On doit avoir un œil dessus. Surveiller les coûts, c'est avoir la torche pour éclairer le projet. Si nous ne surveillons pas, nous ne contrôlons pas nos dépenses. Donc, il y a risque de dépassement de budget. S'il y a risque de dépassement de budget, il y a risque qu'on échoue notre projet. Ne l'oublions pas, les ressources financières sont limitées. C'est limité. On ne cueille pas l'argent à un arbre. Ce n'est pas genre, euh, j'ai de l'argent, je n'ai plus assez d'argent, je vais à un arbre, je cueille l'argent. Non, non, c'est limité. Comme c'est limité, on doit contrôler ce qui est limité pour nous permettre de faire tout ce qu'on a à faire sans nous retrouver dans une situation où on n'a pas de limites. Ça me rappelle un projet. Un instant, je vais ouvrir Internet. Un projet dans ce pays. Je vais chercher l'IGF. Voilà. Je crois que c'est ce projet. Bon, on va voir un peu le premier, si c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Il y a un projet au Kasaï oriental, je vais le retrouver, qui est dans le programme des 145 territoires.
euh, dans lequel, malheureusement, malheureusement, je ne le retrouve pas. Euh, c'est parce que j'ai oublié le nom de la société qui travaille dessus, du maître d'œuvre. Il y a un projet dans lequel l'IGF le, a refusé qu'on décaisse de l'argent supplémentaire pour ce projet-là parce que, un instant, c'était, je sais pas si je vais trouver comme ça. Bon, je ne le retrouve plus. Euh, il y a un projet dans lequel l'IGF, oui, c'est en Mbujimaï, effectivement, mais j'ai oublié l'entreprise, je ne retrouve pas. L'IGF a refusé de décaisser l'argent le, parce que le maître d'œuvre, l'exécution le taux d'exécution que l'IGF a constaté sur terrain était de 11%. Mais l'utilisation, la consommation budgétaire était au-delà de 90%. C'est-à-dire que les ressources financières étaient limitées, mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé avec le maître d'œuvre. Ils ont consommé pratiquement la grande partie du budget. Alors, l'IGF demande des explications pour ce qui a été consommé avant de pouvoir décaisser plus d'argent. Donc, quand on ne contrôle pas les dépenses, on se retrouve dans ce genre de situation. Les ressources financières sont limitées, comme je l'ai dit. Il faut qu'on s'assure qu'on n'en manque pas. Les données de performance dans la gestion des coûts concernent les dépenses effectuées. Les dépenses effectuées sont les données de performance pour les coûts, parce que dans les coûts, ce sont les dépenses. Ça peut être aussi des entrées, hein, pas seulement les dépenses. Ça peut être aussi des entrées. Et la collecte des données se fait par, euh, par le département des finances avec les comptables. Ça peut être aussi l'équipe des finances du projet. Ça peut être aussi le chef de projet si c'est un projet qui n'est pas très grand et le chef de projet n'a pas de ressources pour lui permettre de collecter les données. La source des données pour les coûts, ce sont les différentes acquisitions directes. Rappelez-vous que nous avons parlé de deux types d'acquisitions, euh, des ressources matérielles et des ressources humaines. On a les acquisitions directes et les acquisitions indirectes. Pour les acquisitions indirectes, généralement, il n'y a pas de coûts engagés. S'il y a des coûts engagés, c'est exceptionnel. Ça peut être peut-être des coûts de transport, des coûts administratifs. Mais c'est surtout pour les acquisitions directes qu'on a besoin, qu'on engage des coûts parce qu'on doit les acquérir, on doit les acheter. Donc, les différentes acquisitions directes sont une source de données de performance. C'est-à-dire que pendant la réalisation du projet, on va acquérir les différentes ressources et donc on va devoir dépenser pour les acquérir. Quand on est dans les organisations, ça peut passer par un processus d'approvisionnement, c'est-à-dire que pour avoir ces données, on va devoir voir tout le processus des commandes, de la facturation, du paiement, et ces données sont capturées par les acheteurs et les comptables. Ça peut être aussi les paiements des services. Les services, suivant les contrats qu'on signe, peuvent se payer avant, c'est-à-dire qu'on peut payer avant de démarrer les services. On peut payer aussi pendant le service, on paye chaque mois. On peut payer aussi après, et c'est souvent capturé par les comptables.
Ça peut être aussi d'autres décaissements. Au fait, euh, tout décaissement est une source de données. Ça peut être des paiements divers. Ça peut être aussi pour d'autres raisons, positives comme négatives. Euh, par exemple, les détournements. Ce sont aussi des décaissements, hein. Ce n'est pas parce que ça s'appelle détournement qu'on ne va pas collecter cette donnée. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que on a volé de l'argent dans notre caisse du projet que ça ne sera pas une donnée qu'on va collecter. C'est une donnée qu'on doit collecter aussi. C'est vrai que du fait que c'est du vol, celui qui vole voudra cacher cela parce que c'est une information qu'il ne veut pas collecter. Mais en tant que chef de projet, on doit s'assurer qu'on collecte toutes les informations nécessaires. Comprenez par là que si vous ne collectez pas toutes les informations, vous risquez de vous retrouver en difficulté parce que celui qui vole, il a caché l'information. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la situation réelle. Ces performances auront besoin d'être mesurées par rapport à une référence. Dans un projet, la référence vient du plan. Et le plan pour les coûts, c'est le budget, c'est le plan des dépenses ou des décaissements. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mesure dans un projet? On peut avoir le pourcentage d'exécution du projet, c'est une mesure. Le pourcentage des dépenses par rapport au budget, c'est une mesure. L'indice de performance des coûts, c'est une mesure. On va en parler au prochain numéro d'ailleurs. Les dépenses mensuelles qu'on compare aux dépenses planifiées, c'est une mesure aussi. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dans un projet? Quand on couple la collecte des données aux mesures, on obtient les informations financières sur le projet. On sait voir l'état des livrables, on sait voir que pour tel livrable, on a dépensé autant, pour tel livrable, on a dépensé autant, il nous reste autant. On sait voir les coûts requis pour réparation, on sait voir les coûts du travail restant à faire. On va en parler aussi au prochain numéro. On sait comparer les dépenses par rapport aux recettes. On sait voir les dépenses par élément du WBS. On sait voir les dépenses mensuelles. Donc, tout ceci nous permet d'avoir des informations sur les coûts par rapport à la collecte des données, par rapport à toutes les dépenses qui se font. Il y a plusieurs natures de dépenses qui vont se faire. Quand on va structurer, organiser, ça va nous permettre de les représenter de cette manière. Voici quelques exemples de rapports qu'on peut utiliser pour les coûts. Les rapports que je vous présente ici sont des rapports que j'ai l'habitude d'utiliser, des formats que j'ai l'habitude d'utiliser. D'ailleurs, pour certains que je présente ici, j'ai juste enlevé les différentes rubriques. Je n'avais même pas le temps d'enlever les montants. J'ai juste enlevé les différentes rubriques pour que ça ne soit pas clair. Ça, c'est un premier exemple de rapport. Donc ici, on présente le rapport des dépenses en fonction des différentes tâches, en fonction des éléments donc, du WBS. Donc, nous avons les livrables avec ses différentes tâches, les livrables avec ses différentes tâches. Cette partie ici, c'est la planification. C'était autant d'heures de travail pour cette tâche, le taux horaire. Pour le matériel, c'était ça qu'on devait consommer comme unité. Et ici, on a le coût unitaire. Et ici, on a les coûts unitaires. Et ici, on peut mettre les coûts fixes s'il y en a. Le total nous donne le budget. On a le budget ici. Et puis maintenant, quand on fait le travail, il y a peut-être un journal à côté. Donc, la collecte des données s'est faite dans un journal à côté. Et nous, en interprétant ces données pour
pouvoir en faire des informations, on a compris que telle donnée correspondait à la tâche 1, telle donnée à la tâche 2, on a commencé à remplir ici. Et cette colonne indique s'il y a dépassement par rapport à différentes tâches. Oui, dépassement, non, il n'y a pas de dépassement, ainsi de suite. Et puis, bon, on a la situation donc de notre projet. On sait voir comment avance notre projet en termes de dépenses. Ça, c'est un autre rapport, un rapport qui présente du matériel et des services. Donc ici, on a les matériels, on a même les frais de dédouanement, on a les services, les coûts du matériel, les coûts des services, c'est ce qui était budgétisé. Donc le plan, nous, on commence à remplir maintenant les cases vertes. Ici, on a les engagements. Les engagements, c'est tout ce qui est déjà sous commande ou sous contrat. Donc, ça, c'est ce qu'on a commandé. C'est déjà un engagement, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore payé, mais cet argent-là n'est plus disponible parce que c'est réservé pour la commande. Quand ça va arriver, on va payer là-bas. Donc, je ne peux plus utiliser cet argent-là. C'est un engagement. De même pour les services. Ce service, c'est un service pour lequel on a déjà signé le contrat. Je ne peux plus utiliser cet argent dans mon budget. Donc, je le mets déjà du côté des engagements. Et une fois qu'on commence à dépenser, je mets maintenant ici les dépenses, les coûts réels. Une fois qu'on commence à payer les factures, c'est-à-dire que ça quitte engagement, ça vient ici. Et ici en bas, on a nos imprévus, euh, on a les coûts restants. Et ici, j'ai même ajouté les coûts restants sans les engagements. C'est-à-dire que si je considère les coûts restants avec engagement, ça va me donner l'impression que j'ai encore 5 millions de disponibles. Mais en réalité, je n'ai plus 5 millions de disponibles. Parce que si je retire les engagements, je n'ai que 2 200 000 de disponibles à utiliser. Un deuxième exemple de rapport. Ici, c'est un rapport où je présente aussi matériel et services, mais cette fois-là, c'est représenté par mois, par rapport au plan de dépenses et de décaissement. Et je vous recommande dans vos projets de toujours faire un plan de dépenses et de décaissement. Ça vous permet d'avoir un meilleur suivi sur le projet. Ça vous permet de voir chaque mois si vous avancez bien, si vous êtes trop dans le rouge, est-ce qu'il faut corriger quelque chose. Donc ici, vous avez les dépenses mensuelles du matériel, les dépenses en taxes et en frais, les dépenses mensuelles en services. Et ici, on a la valeur planifiée, donc le budget. Le budget, il est de 40 200 000. Maintenant, en fonction de notre plan de dépenses, nous avons constaté que selon notre plan, la valeur planifiée chaque mois, voilà ce qu'on va commencer à dépenser. Et le cumul donne ceci. Mais maintenant, quand je compare avec les dépenses, dans mon exemple ici, je constate que euh, ce mois-ci, j'ai dépensé plus que ce qui était planifié. Ici, c'est bon. Ici, j'ai dépensé plus. Maintenant, avec le cumul, j'essaie d'observer les dépassements globaux. Si je suis en dessous de 80% du budget, c'est que ça va. Mais si je vais au-delà de 80% du budget, vous voyez ici 83%, au-delà de 80% du budget, c'est-à-dire que le dépassement du budget, c'est pour bientôt. Je dois être vigilant. Si je quitte bientôt, donc si je suis à 100%, je suis dans le dépassement du budget. Donc, voici un autre modèle de rapport qu'on peut produire pour nous permettre de faire un meilleur suivi. Donc, ces interprétations, oui, non, bientôt, c'est quoi? C'est la connaissance. Tout ce qu'on remplit ici, c'est quoi? Ce sont les informations. Ces informations viennent d'où? Ça vient des données. Donc, voilà un peu notre DIX. Donc, à partir de ceci, je peux prendre maintenant des décisions.
Donc, voilà un peu pour la surveillance. Et enfin, nous allons parler du contrôle des coûts. C'est quoi contrôler? Contrôler implique les activités suivantes. On va comparer les performances réelles aux performances planifiées. On va analyser les écarts entre les deux. On va évaluer les tendances qui peuvent affecter l'amélioration du projet. On va évaluer les alternatives possibles et on va recommander des actions correctives. Donc, comprenez que contrôler, c'est la dernière étape du DIX. C'est la partie sagesse. Donc, surveiller, c'est DIC, contrôler, c'est S. Le contrôle doit être régulier et constant. Au moindre relâchement, vous vous retrouvez dans des difficultés dans le projet. Un bon contrôle n'est possible que si vous avez bien planifié. Et si vous surveillez bien. Sinon, vous aurez des difficultés pour contrôler. Bien surveiller, c'est collecter toutes les données nécessaires, comme je vous ai dit. Collecter les données nécessaires, les structurer en information, les contextualiser en connaissances. Pour faire le contrôle, on a besoin de parler des références de base. La référence de base, c'est ce qu'on appelle en anglais baseline. La référence de base des coûts, c'est la version approuvée du plan de dépenses. Nous avons fait approuver notre budget et nous avons fait approuver notre plan de dépenses ou notre plan de décaissement. Comment nous allons dépenser chaque mois, chaque année, chaque trimestre, ça dépend. Le plan de dépenses sera approuvé par qui? Par le comité de pilotage, par les fournisseurs des ressources ou par des parties prenantes clés. Les mesures de performance vont se faire en fonction de la référence de base. Parce que c'est la référence de base qui est, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait prévu. Si on avait prévu, si on avait dit, on va dépenser comme ça. Si on ne dépense pas comme on avait dit, c'est que nous ne travaillons pas bien. La référence peut changer parce qu'il y a des contextes, il y a des situations rencontrées qui peuvent nous pousser à changer. Je peux vous donner un exemple. Nous avions défini notre référence de base des coûts en 2020. Nous sommes en 2023, ce n'est plus la même chose. Si nous l'avions défini en francs congolais, ce n'est plus la même chose. En 2020, le dollar était entre 1800 et 2000 francs. En 2023, le dollar est à 2600. Nous n'avons plus la même situation. Les inflations aussi peuvent changer la référence de base. Ce sont des situations que nous ne contrôlons pas, mais nous avons besoin quand même de ce matériel-là, nous avons besoin de ce personnel-là. Alors, on doit revoir notre référence de base des coûts. Dans l'exemple précédent que nous avons vu, le plan de dépenses, la ligne qui représente le plan, la valeur planifiée, c'est un exemple de référence de base des coûts. Tout contrôle se fait en fonction de la référence de base. C'est la référence de base qui nous dit si nous avançons bien ou si nous n'avançons pas bien. Quand je prends l'exemple précédent, l'exemple qu'on a vu avec notre plan de décaissement, j'obtiens cette courbe en S, ces deux courbes en S. Parce que notre projet, c'était de mars 2023 à mars 2024. Notre référence de base, la valeur planifiée, c'est en orange. En bleu, sont nos dépenses réelles. Si la courbe en bleu est au-dessus de la courbe en orange, c'est qu'on a dépensé plus que prévu. Donc ici, partout, on a dépensé plus que prévu. Ici, on essaie de se réajuster dans la situation actuelle, parce que nous sommes en décembre, dans la situation actuelle,
Nous sommes un peu, c'est genre, on est en train de dépenser un peu plus que prévu, donc on est en risque de dépassement de budget. Ici, nous sommes en train de faire le travail de comparaison des performances. Donc, c'est ça la comparaison des performances, tout simplement. On compare le réel par rapport au plan pour voir si on avance bien ou si on n'avance pas bien. La technique la plus utilisée pour comparer les performances, c'est la gestion de la valeur acquise. Nous allons en parler en long et en large au prochain numéro. Parce que, bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui savent de quoi il s'agit, mais qui se demandent comment utiliser ça concrètement, comment utiliser ça dans un projet concrètement. On va en parler en long et en large au prochain numéro. L'analyse des écarts, toujours par rapport à la courbe en S, on va analyser les écarts des dépenses faites par rapport à la référence des coûts. Maintenant, l'analyse des écarts consiste en quoi? On est en train d'apprécier les écarts et on apprécie en fonction de la planification. C'est-à-dire qu'on apprécie en fonction du seuil de tolérance des écarts. Est-ce que les écarts que nous avons sont acceptables? Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est bien, c'est tolérable, on peut avancer comme ça? Est-ce que ce sont des écarts négatifs? Est-ce qu'on dépense moins que prévu? Si on dépense moins que prévu, ça dépend aussi des types de projets, ça dépend des types de parties prenantes, des types de fournisseurs de ressources. Plusieurs personnes qui ont travaillé dans des projets financés par la Banque mondiale, par ces genres de bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, quand les écarts sont négatifs, c'est un problème, hein. Quand on a dépensé moins que prévu, c'est un problème. Avec la Banque mondiale, avec ce genre de bailleurs de fonds, il faut dépenser comme prévu, peut-être même plus que prévu. Moins que prévu, c'est un problème. Maintenant, si c'est écart positif, dans certains autres environnements, la grande partie des environnements, c'est aussi un problème. L'écart peut être aussi trop grand, hein. C'est-à-dire que le budget était, par exemple, de 3 millions, mais on est maintenant, les dépenses, on est à 9 millions. Bon, écoutez, peut-être qu'il vaut mieux arrêter seulement le projet. Ça peut arriver qu'on trouve qu'on peut continuer avec le projet. Peut-être que c'était des situations qui ont causé ça. Mais on peut se retrouver aussi dans une situation où l'écart est trop grand. C'est trop grand pour qu'on puisse continuer encore avec le projet. L'analyse de la valeur acquise, dont on va parler à la prochaine session, reste le moyen le plus utilisé pour analyser les écarts. Les tendances et prévisions permettent de prévenir les problèmes de dépassement de budget. Pour ce qui concerne le contrôle des coûts, il faut absolument surveiller les tendances et les prévisions. Qu'est-ce on peut faire pour cela? Premièrement, on doit identifier quelles tendances on souhaite analyser. Est-ce que nous voulons analyser les dépenses effectuées, voir la tendance des dépenses effectuées? Est-ce que nous voulons analyser les coûts non utilisés? Chaque mois, on voit qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé. Est-ce que nous voulons analyser les dépenses mensuelles? Est-ce que nous voulons analyser la consommation des réserves? Rappelez-vous, quand on parlait du budget, on a parlé des réserves qui sont qui est un montant imprévu. Donc, après avoir identifié la tendance, on va récolter les données qui sont relatives à cette tendance-là. Ensuite, quand on a récolté, on va maintenant analyser les données. L'analyse consiste en quoi? À identifier le modèle, le schéma, la suite logique que forment ces données-là. Est-ce que c'est une tendance à la hausse? C'est une tendance à la baisse? Est-ce qu'on va utiliser des courbes de régression? Pour les courbes de régression, les statisticiens peuvent nous aider à générer des courbes de régression. Il peut y avoir aussi des logiciels pour ça. Donc, on va essayer d'analyser la tendance. Où allons-nous avec ce que nous sommes en train de faire?
Enfin, on va interpréter les résultats de notre analyse. Est-ce que les dépenses sont trop grandes ou seront trop grandes? Est-ce que les réserves sont stables? Est-ce que le dépassement de budget est imminent? En fonction de ce que nous allons trouver, interpréter, conclure, en fonction de ce que nous allons trouver, ça va nous permettre de savoir quelle décision prendre. Nous allons identifier les causes des tendances négatives parce que on ne se limite pas seulement à identifier la tendance, on doit savoir aussi les causes. Qu'est-ce qui peut avoir causé ça? Non, il y a eu inflation récemment. Non, il n'y a plus, il y a pénurie des sacs de ciment. Non, il y a ça qui manque. Donc, on identifie les causes, on les documente parce que on aura besoin d'attaquer les causes pour nous permettre de changer la tendance. Comme c'est une tendance, c'est-à-dire que ça va tendre vers quelque chose. Les tendances négatives, les résultats des tendances négatives sont donc des potentiels risques pour notre projet. On va les enregistrer dans le registre des risques. Donc, ce sont des nouveaux risques que nous avons identifiés. On va enregistrer dans le registre des risques. Ça va nous permettre de savoir quelle action entreprendre. Les actions correctives sont l'étape finale. Il y a beaucoup d'actions correctives qui sont possibles quand on a mal utilisé les coûts. On peut réduire les dépenses. C'est-à-dire que dans nos dépenses planifiées, parce qu'on avait déjà planifié les dépenses, on avait fait un plan de dépenses, toutes les dépenses qu'on va juger non nécessaires, on peut les éliminer. On peut décider de les éliminer. On peut décider de refaire un parcours du marché, on peut refaire un nouveau prospectus pour avoir du matériel à moindre coût. On peut négocier des réductions pour le matériel qu'on n'a pas encore acquis. Tout ceci peut occasionner un allongement du calendrier, c'est-à-dire que notre calendrier, notre projet qui devait prendre 150 jours peut prendre maintenant 160 jours. Ça peut aussi altérer la qualité parce qu'on est en train de réduire les dépenses. Réduire les dépenses peut faire qu'on commence à chercher des solutions de qualité moins bonne. Comme action corrective, on peut aussi faire l'utilisation des réserves. Les réserves peuvent venir résoudre nos problèmes de dépassement de budget, par exemple. On peut aussi réviser et augmenter le budget. On peut faire une demande d'augmentation du budget et c'est ce qui est arrivé justement au maître d'œuvre pour le projet de Mbujimaï où l'IGF a refusé. Ils ont augmenté, ils ont demandé des fonds supplémentaires. Donc, on peut aussi faire on peut aussi augmenter le budget. Peut-être dans les cas d'inflation, ça peut être une solution. On peut aussi faire des enquêtes et des sanctions disciplinaires parce que la mauvaise performance peut aussi être due à une mégestion. On a mal géré nos dépenses. Ça peut être dû aussi à un problème d'éthique. On a parlé des détournements tout à l'heure. Ça peut être aussi un problème d'éthique qui peuvent causer des tendances négatives ou des problèmes. On peut aussi réviser la planification. Peut-être qu'on peut se dire, bon, il y a des livrables qu'on ne va plus produire. On va réduire nos livrables. On peut aussi en ajouter quand c'est une situation où on doit consommer tout le budget. On peut aussi ajouter des livrables. Ça dépend de ce qu'on considère comme tendance négative. Enfin, on peut clôturer ou annuler un projet parce qu'on réalise que toutes les solutions et toutes les actions correctives possibles énumérées ci-dessus ne peuvent pas résoudre notre problème. Plutôt que de plonger l'organisation ou le fournisseur de ressources dans une faillite, annulons seulement le projet. Sauvons au moins l'organisation. Annulons le projet, même si on perd avec le projet. Donc, ça peut être aussi
Ça peut être aussi ce qu'on peut faire pour les actions correctives. Donc, pour récapituler, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a rappelé la définition du projet, on a rappelé sur le cycle de vie des coûts, on a parlé de la pyramide de la connaissance, on a parlé de la surveillance des coûts et on a parlé du contrôle des coûts. Merci à tous. Euh, donc, je suis disponible pour les questions. Merci André. Euh, Malheureusement, je ne sais pas allumer ma caméra vu que je suis dans le noir. Donc, euh, alors, je sais qu'il y a une question dans le chat. Bon, la question est un peu... euh, tu- euh, la question dit à quoi pouvons-nous comparer la décision des chapitres, la décision des apôtres de Jésus pour la création du diaconat en parlant de la gestion des projets. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais bon. Moi non plus, peut-être, je ne sais pas ce que dit ce, ce, ce passage biblique. Euh, il n'y a-t-il pas moyen de nous copier le contenu de ce passage biblique pour qu'on essaye de comprendre? Bon, je ne sais pas. On va essayer de répondre. Si vous pouvez copier d'abord le contenu pour, pour qu'on voie. À part ça, il n'y a pas d'autres questions, le temps que la personne qui a posé Non, les non, questions. il n'y a pas d'autres questions. Ah, c'est cool. Donc, apparemment, c'était clair pour tout le monde, hein. Ouais. Apparemment, c'était clair. Nous n'avons pas eu beaucoup de questions. Euh, Bon, je ne sais pas si on va bon, nous envoyer le passage ou... euh, on attend encore un peu. Bon, apparemment, c'était suffisamment clair. En tout cas, on n'a pas eu de questions. Euh, Merci à tous. Merci à tous pour avoir participé à ce neuvième et dernier numéro de Focus sur la gestion de projet. On a parlé des coûts. Euh, J'en profite, vu que c'est le dernier webinaire de l'année, j'en profite aussi pour dire merci. Merci à toutes les personnes qui participent régulièrement à ces webinaires. Merci beaucoup de continuer à nous accompagner, à nous donner la force. Nous avons lancé ce webinaire au mois d'avril et nous sommes contents euh, d'avoir d'avoir été consistants et d'avoir persisté sur la voie. Pour l'année prochaine, pour l'année prochaine, nous espérons que nous aurons une communauté plus nombreuse. N'hésitez pas à partager les liens d'inscription et à à être nos ambassadeurs dans vos communautés. Et je vais en profiter aussi pour dire merci à à tous les volontaires qui ont permis à ce que nous puissions avoir ces webinaires. Merci beaucoup. Il il y a une grande équipe qui travaille d'arrache-pied pour que ce webinaire puisse se faire. Merci à tous. Merci aussi au board du chapitre, à Monsieur le Président. Merci de continuer à soutenir ces initiatives. Et surtout, sachez que l'année prochaine, nous avons encore plus d'idées. N'oubliez pas de toujours nous donner vos impressions. Et nous avons encore plus d'idées et nous essayerons de mettre en place euh, encore plus de contenu intéressant et enrichissant
sur la gestion de projet. Euh, André, un dernier mot? Euh, je vois, je vois qu'il y a des questions. Je vois une main levée d'abord. Oui, je vois il y a une question. Est-ce possible, est-ce possible d'avoir des modèles de rapport et plans de dépenses? Oui, bien sûr. Au fait, tout ça, c'est disponible gratuitement quand vous êtes membre PMI, vous avez tout ça gratuitement. Bon, gratuitement, c'est-à-dire, disons, c'est disponible quand vous êtes membre PMI. Euh, pour compléter, André, dans l'adhésion au PMI, l'adhésion au PMI nous donne accès aux livres de référence, aux webinaires et aux modèles de documents par rapport à tous les aspects de la gestion de projet. Et donc, par ça, nous vous invitons à devenir membre effectif et pourquoi pas volontaire du chapitre. Merci beaucoup. Je vois Alors, aussi une main levée, hein. bon, pour l'instant, nous ne donnons pas la parole, mais nous allons examiner cet aspect et voir comment on peut permettre aux gens de s'exprimer aussi, pas seulement dans les questions, dans le chat, mais aussi en leur laissant un petit temps de parole. Donc, alors, André, un dernier mot? En tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement depuis des mois. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous espérons que vous serez aussi réguliers parce que c'est une fois par mois, c'est juste 2 heures du temps maximum. Euh, et tel que vous l'avez constaté, on a beaucoup de choses à partager qui peuvent vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre, à nous suivre même sur YouTube parce que il y avait déjà 8 numéros précédents. Celui-ci, c'est le neuvième. Et gardons contact. Rejoignez-nous aussi dans le chapitre. Nous avons plusieurs événements, plusieurs conférences, plusieurs sessions de travail, de formation, des ateliers qui peuvent vous servir pour toute votre carrière, qui peuvent vous servir dans la gestion des projets, qui peuvent vous permettre de vous améliorer dans la gestion des projets. Merci et meilleurs vœux à tous. Ok, merci André, merci à tout le monde et meilleurs vœux à tous. Bonne année 2024 et on se revoit l'année prochaine, exactement le 11 janvier pour Think Out of the Box. Mais entre-temps, il y a beaucoup de nouvelles activités qui sont en préparation et donc par là, nous vous invitons à suivre, à vous connecter aux différents canaux du chapitre du PMI et surtout à rester connecté. Merci à tous et bonne soirée.